Je suis le docteur Cyril Fischoff, chiropracteur spécialiste en échographie musculo-squelettique exerçant à l'île Maurice. Je vous invite à écouter un nouvel épisode du podcast Vertebra & Co chaque premier et troisième lundi du mois. Ce podcast est consacré à l'univers de la médecine musculo-squelettique et s'adresse à tout public. Il se veut être un outil de vulgarisation au service de chacun. Nous y abordons les mécanismes en jeu, le diagnostic, les traitements, les méthodes de prévention des différentes pathologies musculo-squelettiques au travers de petites histoires cliniques, des dernières recherches scientifiques et d'interviews de spécialistes. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est de plus en plus fréquemment rencontré en cabinet, notamment par le succès de certains sports comme le padel, et je veux parler du tennis elbow. Alors cette affection courante provoque des douleurs au niveau du coude et peut affecter aussi bien les sportifs, donc notamment les joueurs de paddle et de tennis évidemment, que les personnes exerçant des métiers manuels. On parle également d'épicondylite latérale. Alors l'épicondylite est une tendinopathie qui affecte les tendons s'insérant sur l'épicondyle latéral de l'humérus. C'est une petite saillie osseuse située à l'extérieur du coude. Ces tendons sont responsables de l'extension du poignet et des doigts. Contrairement à ce que son nom suggère, cette pathologie n'est pas causée par une inflammation, mais par une dégénérescence des tendons. Sur ce point, je vous invite à réécouter l'épisode que j'ai consacré à la tendinopathie, dont je mettrai le lien en commentaire. Bien que nommée donc tennis elbow, cette affection ne touche pas uniquement les joueurs de tennis. En réalité, seulement 5 à 10% des cas sont liés à la pratique de ce sport. L'épicondylite latérale peut être provoquée par toute activité impliquant des mouvements répétitifs du poignet et de la main, tels que le bricolage, la peinture, le travail sur ordinateur ou certains métiers manuels. Elle touche autant les hommes que les femmes et se manifeste généralement dans le bras dominant. Bras droit pour les droitiers et évidemment bras gauche pour les gauchers. Pour ce qui est des mécanismes dits physiopathologiques, c'est-à-dire qui conduisent au problème de l'épicondylopathie, eh bien cette épicondylite est causée par des microtraumatismes répétés au niveau des tendons, souvent au niveau du muscle extenseur radial court du carpe. Ces microtraumatismes entraîne des micro-déchirures dans les fibres de collagène qui constituent le tendon. Le processus de guérison est alors mis en place, mais en cas de sollicitation répétée, ce processus peut être perturbé. À ce moment-là, au lieu d'une réparation normale du tissu tendineux, on observe une dégénérescence du tendon caractérisée par une prolifération de fibroblastes, une hypervascularisation et une désorganisation des fibres de collagène. Alors pour rappel, les fibroblastes, ce sont ces petites cellules résidentes de base que l'on trouve dans les tissus conjonctifs. Et ces cellules synthétisent, libèrent et recyclent la presque totalité des composants de ce qu'on appelle la matrice extracellulaire, c'est-à-dire le milieu qui supporte la vie des cellules. Notamment les protéines des fibres comme le collagène, justement, et les molécules de la substance qu'on appelle fondamentale. Donc ce mécanisme qui associe prolifération de fibroblastes, hypervascularisation, c'est-à-dire la création de nouveaux vaisseaux, et désorganisation des fibres de collagène, on appelle ça une dégénérescence angiofibroblastique. Ça c'est le terme scientifique pour décrire réellement ce qui se passe. Il est donc important de comprendre que l'inflammation n'est pas la cause principale de l'épicondylite latérale. Cependant, une inflammation peut être présente au stade précoce de cette pathologie en réaction au microtraumatisme. Ça, c'est une donnée qui est très importante à comprendre parce qu'on ne soignera pas de la même manière un départ de tennis elbow d'un tennis elbow qui s'est déjà installé dans le temps. Pour ce qui est du diagnostic, le diagnostic de l'épicondylite latérale repose d'abord sur l'examen clinique. Le praticien interrogera le patient sur ses antécédents médicaux, ses activités professionnelles et sportives et les circonstances d'apparition de la douleur. Il pratiquera également ce qu'on appelle un examen physique qui permettra de repérer des points douloureux à la palpation et justement au niveau de l'épicondyle latéral où s'insère le tendon, de reproduire la douleur en effectuant certains mouvements du poignet et du coude contre résistance. Et il évaluera également la force musculaire du poignet et des doigts.
Des examens complémentaires peuvent être prescrits pour confirmer le diagnostic et éliminer d'autres pathologies. Alors parmi ces examens, la radiographie qui permet d'exclure d'autres affections comme l'arthrose ou les fractures, donc elles sont quand même une place relativement limitée en général dans les examens complémentaires requis dans le tennis elbow. L'IRM qui est utile pour visualiser l'état des tendons et des muscles de l'avant-bras et identifier d'éventuelles déchirures. Et l'échographie qui, elle, a une place de choix car elle permet de visualiser les tendons et d'identifier les signes de dégénérescence avec une sensibilité supérieure à l'IRM. Elle permet également une exploration fonctionnelle, par exemple lorsqu'il s'agit d'étudier justement la vascularisation du tendon, d'étudier ce qu'on appelle la cinétique, c'est-à-dire le mouvement entre les plans musculaires, ou encore la tenue ligamentaire, c'est-à-dire est-ce que les ligaments qui sont censés soutenir l'articulation jouent leur rôle correctement. Alors maintenant, pour ce qui s'agit des traitements, une fois qu'on a fait le diagnostic, eh bien ces traitements visent à plusieurs choses. D'abord, soulager la douleur, puis à restaurer la fonction du coude et bien sûr à prévenir les récidives. Dans l'immense majorité des cas, un traitement non chirurgical est suffisant. Alors dans ces traitements, il y a toute une panoplie de possibilités. J'ai essayé d'être le plus exhaustif possible. On parle d'abord de repos. La première étape du traitement consiste généralement à réduire les activités qui sollicitent le coude afin de permettre au tendon de se reposer et de guérir. Les médicaments, donc par exemple les anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l'ibuprofène ou le diclofenac, et qui peuvent aider à soulager la douleur et l'inflammation au stade précoce, c'est-à-dire quand le tendon n'a pas encore dégénéré. Les injections de corticostéroïdes peuvent apporter un soulagement rapide de la douleur, mais leur efficacité à long terme est limitée car elles peuvent entraîner des effets secondaires du fait du ralentissement du métabolisme local qu'elles occasionnent. Sur des tendons dont la dégénérescence est avancée, elles peuvent occasionner des déchirures, voire des ruptures, d'où l'importance d'un diagnostic échographique précis avant de les envisager. Parmi les traitements, on parle également d'agents physiques qui jouent un rôle important dans la prise en charge de l'épicondylite latérale, notamment la cryothérapie, l'application de glace par exemple pour réduire la douleur, l'électrothérapie, les ultrasons, le laser ou d'autres techniques pour stimuler la guérison. Les techniques de neuromodulation ont une place importante, notamment en présence d'une douleur neuropathique associée. Là aussi, je mets en lien en commentaire l'épisode consacré à la douleur neuropathique. Les exercices qui ont un rôle central, donc des exercices spécifiques qui vont permettre d'étirer et de renforcer les muscles de l'avant-bras et du poignet. On parle notamment d'exercices excentriques qui consistent à contracter le muscle en l'allongeant. Il existe également toute une panoplie de techniques dites myofasciales qui incluent les mobilisations passives et les manipulations. Les orthèses, c'est-à-dire un support passif, le port d'une attelle de coude par exemple ou d'une orthèse de poignet, peut aider à soutenir le coude et réduire la tension sur les tendons. Dans cet ordre d'idées, les techniques de strapping ou de taping peuvent également présenter un intérêt. Des outils comme la thérapie par ondes de choc, c'est une technique non invasive qui utilise des ondes acoustiques pour stimuler la guérison des tendons. Son efficacité est d'autant plus grande qu'elle est couplée à d'autres techniques. Les injections de plasma riche en plaquettes, dit PRP. Le PRP est un concentré de plaquettes sanguines qui contient des facteurs de croissance stimulant la régénération des tissus. Les études sur l'efficacité du PRP dans le traitement de l'épicondylite latérale montrent des résultats prometteurs. Et il y a également un épisode que j'ai consacré au PRP que je mettrai en lien en commentaire de cet épisode. La prolothérapie, qui est une technique très développée aux USA, ou injection de dextrose hypertonique, consiste à injecter une solution d'eau sucrée, dextrose ou glucose, irritante dans le tendon afin de relancer le mécanisme inflammatoire nécessaire à la réparation du tendon. Là, c'est très important de comprendre ceci. Au stade précoce, on peut avoir une inflammation, mais une fois que la tendinopathie s'installe dans le temps, en fait, il y a une absence d'inflammation, et donc les nouvelles techniques ont pour objectif justement de recréer cette inflammation. Et donc, pour l'ARPRP ou la prolothérapie, il est important de cesser tout traitement anti-inflammatoire plusieurs jours avant et après l'injection, selon les recommandations de votre praticien. Le traitement chirurgical. La chirurgie est envisagée lorsque les traitements non chirurgicaux ont échoué à soulager les symptômes après au moins 6 à 9 mois de traitement conservateur. Cette chirurgie consiste généralement à retirer la partie dégénérée du tendon et à libérer les adhérences. Il y a différentes techniques chirurgicales, notamment la chirurgie ouverte, la chirurgie percutanée et la chirurgie arthroscopique. Le choix de la technique dépend de la sévérité de l'atteinte et des préférences du chirurgien. Du point de vue de la prévention, il est possible de réduire le risque de développer
un tennis elbow en adoptant les mesures suivantes. Tout d'abord, l'échauffement. S'échauffer correctement avant toute activité sportive ou professionnelle impliquant des mouvements répétitifs du poignet et de la main. L'importance d'avoir une technique appropriée, que ce soit dans le cadre professionnel ou dans le cadre sportif. Il est important de minimiser les contraintes sur le coude en ayant un geste correct, d'où l'importance, par exemple pour en revenir au paddle ou au tennis, d'avoir un coach qui puisse vous suivre et ne pas improviser les mouvements vous-même. Des pauses régulières, effectuer des pauses régulières lors d'activités répétitives, comme par exemple taper au clavier, pour permettre aux muscles et aux tendons de se reposer. Et enfin, le renforcement musculaire. Renforcer les muscles de l'épaule, du bras, de l'avant-bras et du poignet par des exercices réguliers, parce que tout ça obéit à une chaîne musculaire qui va du poignet jusqu'à l'épaule. Voilà, j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible dans ce panoramique sur le tennis elbow. Bien comprendre que l'épicondylite latérale est une infection courante qui peut être efficacement traitée dans la plupart des cas sans chirurgie. Un diagnostic précoce et précis et une prise en charge adaptée sont essentiels pour soulager la douleur, restaurer la fonction du coude et prévenir les récidives. L'expérience et la formation de votre praticien auront joué un rôle important dans le succès de votre prise en charge pour cette affection connue pour chroniciser facilement. J'aimerais également rajouter le fait que les pathologies tendineuses, d'autant plus qu'elles sont dégénératives, prennent du temps pour pouvoir se restaurer correctement. Et ceci est d'autant plus vrai pour le tennis elbow car c'est une affection relativement complexe qui inclut bien sûr la partie tendineuse du problème, mais comme je l'ai mentionné plus avant, également souvent une partie neuropathique. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans un nouvel épisode du podcast Vertèbre & Co. En attendant, portez-vous bien, restez actifs et si vous avez des questions ou des idées de thèmes que vous souhaitez que nous abordions, n'hésitez pas à me contacter sur la page du podcast vertebreandco.com. Je vous donne rendez-vous très bientôt